Si je devais recommencer Twitch aujourd'hui, je ferais tellement différemment. J'ai fait beaucoup d'erreurs quand je me suis lancé dans le streaming sans forcément en avoir conscience. Et si les erreurs, c'est ce qui permet d'avancer, si on en tire les enseignements nécessaires, le tout, c'est de ne pas les reproduire. Donc dans cette vidéo, je vais aborder quelques points clés en me basant sur mon expérience personnelle de près de 8 années de streaming sur Twitch. Et avec cette modeste expérience que j'ai engrangée au fil des années, clairement, si je devais repartir de zéro sur Twitch, je changerais énormément de choses. Déjà, je prendrai en compte deux aspects du streaming, ce que j'ai plus ou moins fait à mes débuts, mais sans réellement prendre le temps de creuser. Donc d'une part, le volet plaisir et de l'autre, le volet stratégique. Pour ce qui est du plaisir, c'est tout simplement de suivre le conseil de base, qui est par ailleurs le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui se lance sur Twitch. Amusez-vous. Le streaming, ça fait partie de ces activités qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Donc ça serait dommage de sacrifier le plaisir sur l'autel de la rentabilité ou du calcul. Et pour ce qui est du volet stratégique, là, ça intéressera pas forcément tout le monde parce que tout le monde n'a pas envie de faire carrière entre guillemets sur Twitch. Mais on va pas se mentir, je pense qu'on est quand même nombreux à y avoir pensé, que ce soit ouvertement, en affichant qu'on veut réussir sur Twitch, ou plus secrètement, en gardant dans un petit coin de la tête le fameux « bon allez, je fais ça pour le fun et si jamais ça marche, tant mieux ». Mais soyons clairs, attendre un coup de bol, c'est pas une stratégie. Et je veux bien qu'on reprenne le fameux slogan disant « oui, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Alors certes, si on joue pas, on peut pas gagner, c'est évident. Mais il faut pas oublier non plus que ça reste une loterie, avec du hasard et beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Extrêmement peu d'élus. Bref, le tout c'est de trouver un bon compromis entre plaisir et boulot. Se lancer sur Twitch avec le couteau entre les dents en se disant « ouais, je vais retourner le game », bon malheureusement ça suffit pas, ça se saurait. On peut avoir de l'ambition, mais il faut aussi savoir garder les pieds sur terre, d'où le fait d'avoir un minimum de stratégie et de sortir de ce carcan du streamer pour devenir créateur de contenu. Et bien entendu, si mon objectif de l'époque avait simplement été de partager mes parties le soir après le taf, moi j'aurais abordé la chose probablement uniquement par le volet plaisir. Mais allez, je suis honnête avec moi-même, je sais pertinemment pourquoi je me suis lancé sur Twitch, et c'est vrai que si l'idée de départ c'était de retrouver cet esprit communautaire de l'époque où je faisais du fansub sur Saint Seiya avec la Team Zero Absolu, l'envie de progresser et d'en tirer un éventuel bénéfice a bel et bien germé. Et c'est là-dessus que je ferais les choses différemment si je devais repartir de zéro, parce que côté plaisir, honnêtement, j'ai eu ma dose, je me plains pas. Grâce au streaming, j'ai pu jouer à énormément de jeux sur lesquels j'aurais peut-être jamais posé les mains sans ça. Bon alors c'est vrai que dans le lot, il y a eu aussi des daubes, mais rendez-vous compte, en 2018, j'ai joué à plus de 120 jeux en live sur ma chaîne Twitch, dont 17 en avant-première, donc en gros avant leur sortie officielle. L'année d'après, j'ai fait encore plus de 100 jeux en stream avec 27 avant-premières, c'est énorme. Et ça les amis, ça, c'est du multigaming. Et pour le coup, ça rentre aussi dans le volet stratégique, parce que diffuser un jeu avant sa sortie, légalement j'entends, ça amène beaucoup de nouveaux viewers. C'est en grande partie pour ça que j'ai pu avoir une chaîne qui tournait à l'époque, avec des pics à plus de 100 viewers sur State of Decay 2, seulement quelques mois après l'ouverture de ma chaîne, ou à 180 viewers sur Assassin's Creed Odyssey, ou plus de 500 sur Ghost Recon Breakpoint durant les pannes de serveurs. Bref, les avant-premières, c'est un excellent moyen d'allier plaisir et rentabilité. Et maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de sortir du lot, parce que moi à cette époque, j'avais accès à des clés pour la presse, parce que je testais des jeux, donc j'en profitais pour faire des lives sur Twitch. Mais aujourd'hui, les streamers sont aussi devenus des influenceurs, et ceux qui ont accès aux jeux à l'avance sont quand même beaucoup plus nombreux, et du coup, c'est vrai que cette stratégie perd un petit peu de son intérêt. Et quant au multigaming, on va en reparler un petit peu après. Alors un petit mot sur les raids et les hosts, qui n'existent plus d'ailleurs, seuls les raids ont survécu sur Twitch. J'ai déjà parlé de mon expérience avec le host de Zerator suite à ma victoire au tournoi Golfit, c'était en novembre 2019, alors que j'étais en pleine remise en question d'ailleurs à ce moment précis, et que je m'apprêtais à arrêter Twitch. Enfin bref, on était 100 streamers à s'affronter, j'ai gagné le tournoi. Tom qui gagne le FFS. Zerator ma host avec plus de 18 000 viewers, j'ai récolté masse de subs, plus de 3000 follow dans la soirée, c'était incroyable. Sur le moment. Mais en réalité, les jours qui ont suivi, les gens ont commencé à unfollow la chaîne. Alors c'était sans doute des gens qui avaient suivi le mouvement sans même s'intéresser à ce que je faisais. Ça arrive. Sauf que ça a duré des semaines, des mois. Je perdais plus de followers que je n'en gagnais. Et tous les jours, je regardais mes stats, ce qu'il faut absolument pas faire. Tous les jours, je vérifiais. Et tous les jours, c'était dans le rouge. J'avais même poussé le vice à regarder les rediffs des autres streamers participants pour voir ce qu'ils pensaient de moi. Et si j'entends encore Gotaga sortir un « il est pro », avec mon fond vert et ma webcam Logitech Brio, j'entends aussi encore cette streameuse qui est aujourd'hui très connue dire à sa comparse qu'elle allait follow pour la forme et une follow une semaine plus tard. Bon, ce qu'au final elle n'a pas fait, alors peut-être qu'elle a oublié, tout comme Étoile qui a dû oublier de résilier son abonnement et qui est resté sub à ma chaîne pendant 4 ou 5 mois. Et comme je le dis souvent, je suis pas rancunier, mais j'ai de la mémoire. Bref, c'est de là que vient mon aversion pour les hosts et les raids en général. J'ai très mal vécu cette expérience et j'ai toujours refusé de faire subir ça à quelqu'un d'autre.
Alors évidemment, j'ai pas l'envergure d'un Zerator, c'est une autre échelle. Là, si je raid quelqu'un en fin de live aujourd'hui, il va prendre 10 followers max. Mais quelque part, ça me dérange quand même. Ça ravive les souvenirs de cette période pénible qui m'a fait presque autant de mal que de bien. Parce que oui, ça m'a fait du bien aussi, évidemment. Il y a des personnes qui se sont réellement intéressées à ce que je faisais. J'ai rencontré des gens incroyables, aussi bien chez les streamers que chez les viewers. C'est aussi grâce à cette victoire que j'ai pu rencontrer Gob, par exemple, avec qui j'aurais dû participer à Zilan en 2020. Et pour qui j'ai une tendresse toute particulière, encore aujourd'hui, tout simplement parce qu'il fait partie de ces gens qui sont juste gentils en fait. Mais allez, il est temps de parler un petit peu stratégie, vous êtes là aussi pour ça, et je vais simplement donc partir de mon expérience et vous raconter ce que j'ai fait qui n'allait pas, ce qui allait aussi parce que j'ai pas fait que des erreurs, et ce que je ferai en plus aujourd'hui. Au chapitre des erreurs cruciales, on a l'incontournable focus sur Twitch. On le sait, pour se faire une place sur la plateforme aujourd'hui, on peut plus se contenter de streamer H24 7 jours sur 7. Alors certains le font encore et peuvent avoir quelques résultats, mais à quel prix? Donc non, oubliez le grind bête méchant, inspirez-vous du principe de Pareto, le fameux 80-20, qui s'applique d'ailleurs à énormément de domaines. Par exemple, ça veut dire que 20% de votre activité va vous rapporter 80% de vos revenus. Et donc inversement, 80% de votre activité ne représentera que 20% de vos revenus. Ça doit vous interpeller. Alors c'est pas une loi infaillible, mais ça permet de tirer une conclusion finalement hyper simple, et c'est limite du bon sens, à savoir que si on doit faire des choix et définir des priorités, c'est plus judicieux de se concentrer sur ce qui est rentable dans un premier temps. C'est exactement ce que j'ai fait avec cette chaîne YouTube, au détriment de Twitch. Mais aujourd'hui, YouTube me fait vivre, donc ça serait quand même pas très malin de ma part de revenir à plein temps sur Twitch pour gagner moins en travaillant quasiment autant. Et c'est aussi exactement ce que je ne faisais pas à mes débuts sur Twitch. Combien de temps j'ai passé à mater des tutos pour After Effects juste pour avoir des alertes custom avec des personnages de Saint Seiya? Combien de temps j'ai perdu à créer 1 million d'overlays à la main alors que j'aurais pu au moins au début faire quelque chose de simple et sans fioritures? Mais heureusement pour moi, j'ai toujours aimé mettre les mains dans le cambouis et ce temps passé à travailler dans l'ombre, ça m'a aussi procuré du plaisir. Mais c'est vrai que le plaisir seul, ça remplit pas le frigo, et j'aurais peut-être pu me focaliser sur d'autres domaines plus rentables, comme aller chercher une nouvelle audience ailleurs que sur Twitch. Pareil pour le planning de mes streams, j'avais fait une vidéo sur les meilleurs jours et les meilleurs horaires pour streamer sur Twitch, mais à l'époque je savais pas tout ça, et ça aurait peut-être pu m'aider. Et au-delà de ça, je faisais des streams de 5 heures, 5 fois par semaine, c'est à la fois peu et beaucoup. Pour un streamer pro, c'est un rythme habituel, on va dire, quasi normal, sauf que moi, j'étais pas streamer pro, et Twitch me rapportait environ 200 balles par mois. Du coup, avec le recul, je peux le dire, je streamais trop. Et ça a été confirmé par la suite, quand j'ai réduit le rythme en 2020, avec seulement 3 streams par semaine, histoire de dégager du temps pour faire mes vidéos sur YouTube. Pari gagné. Donc si je devais recommencer Twitch aujourd'hui, je resterais, je pense, sur un rythme de 3 streams par semaine, de 4, 5, voire 6 heures. Allez, 4 streams maxi par semaine, mais quand même de quoi dégager un petit peu de temps pour bosser sereinement mon contenu hors ligne. Et ça, c'est un conseil que je donne encore volontiers aujourd'hui. Streamez moins, mais créez plus. Streamer sur Twitch ne nous transforme pas automatiquement en créateur de contenu. Pour ça, il faut bosser un minimum, communiquer sur les réseaux sociaux, faire soi-même partie d'une ou plusieurs communautés, créer des clips engageants, les poster sur plusieurs plateformes. L'inconvénient, c'est qu'il y a énormément de plateformes aujourd'hui et c'est parfois compliqué de faire les bons choix, ce qu'on ne peut malheureusement pas prévoir à l'avance. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut poster un même clip sur TikTok, YouTube Shorts, Instagram, ça fait un seul montage pour 3 plateformes. C'est un sacré gain de temps et ça coûte pas plus cher. Donc à la limite, même sans cibler, ça peut marcher, il suffit d'un petit coup de pouce de l'algo et c'est parti. Par contre, il faut bien se rappeler de garder la tête sur les épaules. C'est pas parce que vous allez poster un clip par jour que le succès sera garanti. Ça aide, mais il reste aussi une grosse part de chance. Ça, faut bien en avoir conscience. Et c'est pareil pour le format des clips. Si je me contente de reprendre mes clips Twitch et de les poster sur TikTok, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut bosser ces montages pour attirer les spectateurs, pour sortir un minimum du lot. Si je fais la même chose que tout le monde, je resterai invisible. Alors que si je crée du contenu original, là j'ai quand même plus de chances de susciter de l'intérêt pour mon contenu. Vous avez peut-être entendu parler de la règle des 8 secondes sur YouTube. En gros, il faut accrocher le spectateur dans les 8 premières secondes de la vidéo, sinon il passe à autre chose. Et bien sûr TikTok, c'est plutôt la règle des 2 ou 3 secondes. Ça vous donne une idée du niveau de dynamisme qu'il faut atteindre si vous voulez que les gens regardent vos clips. En tout cas, si je devais recommencer Twitch aujourd'hui, je libérerais, je pense, une journée complète pour planifier si possible au moins un clip par jour, sachant que ça peut se faire rapidement avec CapCut par exemple. Je vais revenir aussi sur le multistream parce que dans mes premières vidéos, ici même sur cette chaîne, je disais que c'était pas forcément utile pour les petits streamers. Il faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas les streams au format vertical avec YouTube Shorts ou TikTok, et je confirme que le multistream sur Twitch, YouTube et Facebook, ce n'était pas forcément le graal absolu pour diversifier son audience. D'ailleurs, personne n'a entendu l'histoire de ce streamer qui a percé grâce au multistream sur Facebook, donc quelque part j'avais raison. Mais aujourd'hui c'est différent, et clairement le multistream c'est une sérieuse option pour acquérir de nouveaux spectateurs.
Alors l'audience n'est pas forcément la même et n'est pas forcément aussi qualitative entre guillemets, et sans être péjoratif, que sur des streams horizontaux classiques. Moi des retours que j'ai eus, les streams verticaux sur YouTube, c'est un nid à problème, et sur TikTok ça reste très mitigé. Perso, j'ai pas eu de bonne expérience avec TikTok, mais je sais que des streamers comme Serot en sont satisfaits. Et j'ai eu aussi de bons retours d'autres streamers qui ont réussi à vraiment bien se développer, notamment grâce au multistream et aux posts de contenu régulier sur TikTok. Donc dans ma position actuelle, moi, c'est hors de question que je foute les pieds en live sur TikTok ou les YouTube Shorts, mais dans l'optique de recommencer à zéro, je l'envisagerai très sérieusement. D'autant qu'on a les outils pour faciliter tout ça. Même sur TikTok, on peut maintenant diffuser sans clé de stream, ne serait-ce qu'avec l'appli Streamlabs qui permet un stream horizontal et un stream vertical en simultané, gratuitement. Et pour ajouter d'autres plateformes, il y a l'abonnement Ultra éventuellement, ça aussi c'est une option, ou des plugins pour OBS avec Stream Elements par exemple, mais ça aussi c'est gratuit. Donc encore une fois, une option à prendre en considération si on fait fi de la population pas toujours très, alors je sais pas comment le dire pour pas être méchant, différente. Bon bref. Si on oublie les boulets, il y en a partout, le retour sur investissement du multistream devrait quand même être positif. Donc si je devais recommencer Twitch aujourd'hui, moi je ferais du multistream horizontal sur Twitch, YouTube et vertical sur TikTok et YouTube je pense également, du moins dans un premier temps. Alors je reviens maintenant rapidement sur l'aspect multigaming dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. J'avais fait une vidéo dans laquelle je prévenais un petit peu des dangers du multigaming en termes d'éclatement de l'audience, avec des viewers qui viennent potentiellement pour voir un jeu, et qui ne reviendront pas vous voir vous si vous changez de jeu parce que il leur plaira pas. Mon avis sur la question a pas trop changé, j'estime qu'il est plus efficace de trouver une niche, au moins dans un premier temps là aussi. Et c'est vrai qu'on a tous constaté certains streamers qu'on apprécie, et qui sont connus pour un jeu en particulier, dès lors qu'ils changent de jeu, les audiences chutent. C'est le problème majeur, c'est d'être trop associé à une niche. Et le souci c'est d'en sortir, même si ce n'est pas une fatalité. Cela étant dit, le multigaming reste, selon moi, moins propice à un développement rapide. Donc là, c'est vraiment un point sur lequel j'ai beaucoup réfléchi aussi, et si je devais recommencer Twitch aujourd'hui, je trouverais quand même une niche, évidemment qui me plaît, mais pas trop spécifique non plus. Déjà parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans un seul jeu, et aussi parce que élargir la niche, c'est s'offrir une porte de sortie un petit peu moins fermée. Alors je vous dis pas quelle niche je choisirais, ça c'est mon petit secret, mais si je devais repartir de zéro, je ne streamerais plus 120 jeux par an. Je pense que je partirais sur un genre plutôt que sur un jeu spécifique. À niveau matériel, là ça va être très rapide, j'ai démarré moi en mono PC avec un micro casque Plantronics immonde, puis j'ai rapidement acquis un micro Bird UM1 et une webcam Logitech Brio. Ah oui, j'avais voulu miser sur la qualité de la caméra, j'avais tout faux. Déjà j'avais pas prévu d'éclairage dédié, donc les contre-jours et autres joyeuseries, c'était pas fifou, et le micro était pas mauvais pour débuter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve quand même mieux et surtout plus efficace. Par contre j'avais très vite opté pour un Stream Deck, et ça pour le coup c'était une excellente idée. Donc pour faire simple, si je devais recommencer Twitch aujourd'hui, bon, j'utiliserai mon matos actuel, ça va de soi, mais admettons que je reparte vraiment de zéro et que j'ai pas de matos. Dans ce cas, je me débrouillerai pour avoir une carte graphique Nvidia pour pouvoir encoder pépère mon stream avec Nvenc, voire plusieurs streams en simultané, tranquille. Pour le micro, je prendrai Elgato Wave 3, la cam, une Razer Kyo Pro en promo à 100 balles, une Keylight Air pour accompagner tout ça et un Stream Deck Plus, et c'est tout. Pas besoin de Go XLR, de Shure SM7B ou d'appareil photo à 800 balles. J'ai montré récemment qu'on pouvait obtenir de bons résultats déjà avec du matos à 100 €. Là, le matériel que j'ai retenu juste avant, c'est encore un cran au-dessus, donc vraiment aucune raison de dépenser plus pour une activité potentiellement éphémère. Et j'aurai largement de quoi proposer de la qualité en stream. Idem pour mes clips sur les autres réseaux. Autre point, si je devais recommencer Twitch aujourd'hui, je pense que j'essaierai de trouver des streamers et des streameuses de mon calibre, motivés, avec des centres d'intérêt communs et des valeurs communes. Alors ça risque de prendre un petit peu de temps parce qu'il faut pas non plus se tromper de personne et parfois ça peut ne pas marcher non plus. Mais je pense que quelque part on progresse plus vite à plusieurs. Ça veut pas dire streamer ensemble tout le temps, mais se regrouper en bande une fois par semaine pour un petit party game par exemple, ou se faire des raids régulièrement les uns les autres. Et je sais bien que j'ai dit que j'étais plutôt anti-raid au début de la vidéo. Mais là on est dans un cas particulier où on envoie les viewers chez un streamer ou une streameuse qu'on connaît déjà. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de conflit entre les communautés, on reste en terrain connu, et je pense que c'est une bonne façon de développer une communauté sainement. Alors ce n'est que mon avis, mais c'est clairement une piste que je chercherais à développer si je devais repartir de zéro. Et dernière chose avant de conclure, c'est pas grand chose, mais aujourd'hui je pense que j'hésiterai pas à faire des call to action en stream. Vous savez, quand on vous rappelle sur YouTube de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, tout ça. Et bien sur Twitch aussi, je n'hésiterai pas à rappeler qu'un simple follow, ça soutient déjà beaucoup la chaîne, que c'est gratuit. Et peut-être que l'heure d'après, si je réussis à battre un boss sans me faire toucher sur Elden Ring, je pourrais en profiter pour rappeler aux gens que s'ils apprécient ce qu'ils voient, s'ils apprécient la bonne ambiance de la chaîne, un petit prime, ça donne de la force. Le tout, c'est d'être suffisamment subtil et pas lourdingue en faisant des call to action toutes les 10 minutes. Moi j'ai déjà vu des streamers connus le faire, ça donne vraiment pas envie.
Pareil, j'ai déjà vu des créateurs se victimiser à outrance pour récupérer et gratter quelques subs. Là, ça fait limite mendiant. Donc, subtilité, pas trop souvent, et si les viewers apprécient réellement le contenu, ils finiront par soutenir financièrement. En tout cas, c'est ce que je me suis toujours dit, et je continue de le penser aujourd'hui. Conclusion de tout ça, comme je le disais dans l'intro, j'ai simplement appris de mes propres erreurs pour modifier ma stratégie et optimiser mon potentiel de développement. Faut juste bien se rappeler que ça se fera pas tout seul, il y a du boulot, et qu'il reste malgré tout une très grosse part de chance aussi. Nombreux sont celles et ceux qui ont un talent fou pour l'animation et qui ne seront jamais mis sur le devant de la scène et resteront dans les tréfonds de Twitch. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense que le travail permet de pallier un petit peu le manque de visibilité inhérent aux plateformes de streaming. Twitch en tête. Et dans tous les cas, il faudra en plus trouver quelque chose qui permette de se démarquer. Que ce soit l'animation, l'humour, le skill, l'originalité, l'interactivité. Il faut essayer de trouver une signature en fait. Ce petit truc en plus qui fait se dire aux viewers, tiens, j'irais bien voir TomTom en live là. Et oui, dois-je vous rappeler que j'ai également une chaîne Twitch? Et le mot de la fin, ça sera un retour sur le conseil vital qu'on donne à tous les streamers qui débutent. Faites-vous plaisir. C'est vraiment le plus important si vous ne voulez pas craquer face à la pression que représente le streaming et tout ce qui tourne autour. Ça, c'est un autre sujet dont j'ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo, sur justement la pression que subissent les créateurs de contenu. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus importantes que j'ai faites jusqu'à maintenant. Enfin voilà, c'est terminé, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, bon stream.